Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Land Associés pour VK. On va parler de finances pour 2025 dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine qui s'ouvrent évidemment tristement par le jour de deuil national qui a lieu ce lundi 23 décembre 2024 avec les drapeaux en berne sur les bâtiments et édifices publics et les agents publics et si possible privés, qui sont invités à un moment de recueillement à 11h. Attention, dans les textes initiaux, c'était prévu pour midi, c'était modifié à 11h, petit cafouillage. En matière d'agents, un arrêt intéressant du Conseil d'État sur la prolongation d'activité d'un fonctionnaire soumis à une limite d'âge inférieure à 67 ans, qui ne peut être refusé qu'en raison d'une éventuelle inaptitude physique. Et le théâtre de Versailles qui a rendu une décision selon laquelle un DGS d'une collectivité ne peut pas assumer la direction opérationnelle d'un service de police municipal parce qu'il y a un régime à part, avec des agréments à part. Et puis le Conseil d'État, toujours lui, qui le 18 décembre a estimé qu'il y avait une sorte de standard par défaut, de présomption d'urgence, quand il y a exclusion temporaire des fonctions à partir d'un délai d'un mois. C'est un peu plus subtil que ça en réalité. Élu maintenant, il n'y a pas de protection fonctionnelle que l'on peut accorder sous certaines conditions seulement, nous dit le TA de Versailles, ça pourrait être discuté. Et puis le TA d'Amiens a eu à connaître une affaire intéressante. Un adjoint au maire se voit retirer cette délégation, il attaque au tribunal administratif ce retrait, mais il démissionne du conseil municipal avant le jugement. Du coup, il y a non-lieu à statuer parce que le ravoir ces délégations n'aurait pas de sens s'il est plus conseiller municipal. Intéressant. Silence maintenant. Silence dont on va quand même dire un mot sur le droit de se taire qui est étendu à toutes les juridictions disciplinaires de l'art administratif de manière assez large. Conseil d'État 19 décembre 2024. C'est la suite de toute une série de décisions, CJUE, Conseil constitutionnel et Conseil d'État dont on a parlé ces derniers temps. Mais pas, en revanche, en responsabilité des gestionnaires publics, nous dit la Cour des comptes le 16 décembre, ce dont on pourrait discuter. Restons avec la Cour des comptes et donc ce régime de responsabilité, RGP ou RFGP, responsabilité financière des gestionnaires publics, où on apprend, sans grande surprise, que brader le domaine public, braconner le mobilier national, c'est braquer le droit et braver la Cour des comptes qui a sanctionné assez lourdement ceux qui avaient vendu aux enchères du mobilier qui était donc au château de Grignon. Et puis, deuxième décision coup sur coup de la Cour des comptes, on avait parlé ensemble de la première, sur le fait que payer indûment, réquisitionnant le comptable, des sommes qui ne sont pas dues, c'est s'offrir un voyage rue Cambon et être censuré. Pas de cadeau, sinon il vous explose à la figure. Et puis, l'actualité cette semaine a été un peu marquée aussi par plusieurs cas concernant des élus importants de débats sur la protection fonctionnelle à accorder ou pas accorder à ces élus. Je rappelle, pour les élus comme pour les agents, que selon la Cour de cassation, il ne peut pas être fait l'octroi de la protection fonctionnelle pour la prise illégale d'intérêt ni pour le favoritisme en dépit du principe de présomption d'innocence. Sinon, ça peut être en soi une infraction pénale. Attention, attention, attention. Allez, un petit mot sur l'urbanisme. On a la CA de Nancy qui a son rapporteur public qui s'adonne à des rêveries de promeneurs solitaires sur les sites sur lesquels il va devoir conclure en urbain, mais sans le dire, sans contradictoire, sans échange. Oui, c'est pas un problème, nous dit la CA de Nancy. Il n'est pas certain que la CEDH soit du même avis si on prend des décisions antérieures. CA de Nancy, toujours, mais une décision plus ancienne, où on a une sanction un peu amusante d'un refus de permis de construire, en fait, sur d'autres motifs que ceux du droit de l'urbanisme. Trois décisions en matière de langue maintenant. D'abord, CA de Toulouse sur la censure de règlements intérieurs de conseils municipaux ou intercommunaux qui prévoyaient la possibilité de parler en langue, en l'espèce catalane, mais avec traduction en français. C'est une confirmation de ce qu'on avait déjà sur, par exemple, la langue corse ou sur le créole, avec à chaque fois des décisions un peu différentes, mais toutes dans le même sens que voici à l'écran. Et deux décisions sur l'écriture inclusive. Le Conseil d'État, le 20 décembre, a confirmé que l'on pouvait, en l'occurrence, circulaire du ministère de l'Éducation nationale, interdire l'écriture inclusive dans le ministère, même le requérant a essayé de convoquer des normes de droit international, tout ça,
On a le droit de l'interdire, nous dit le Conseil d'État, mais en même temps, le tribunal administratif l'a admis. C'est pas forcément une contradiction en réalité. On a le droit de l'interdire, c'est d'ailleurs interdit aux agents de l'État par une circulaire qui a été validée par le Conseil d'État il y a quelques années, mais on peut utiliser l'écriture inclusive. Ça a été la position du Théâtre Paris pour une plaque de marbre sur les anciens élus en 2023, et ben ça vient de là, 10 décembre 2024, est admis pour le règlement intérieur du conseil municipal, du conseil d'arrondissement du 12e arrondissement, mais on n'allait pas très loin dans l'écriture inclusive. En revanche, si on va très loin, on risque de se heurter à une autre norme qui est celle de l'intelligibilité des documents public. Et là, rappelons qu'il y avait une décision intéressante du Théâtre de Grenoble censurant un document, mais là qui était long et objectivement devenu très peu lisible avec cette écriture inclusive. Donc, quelle que soit la position que l'on a sur le fond, on a plusieurs décisions que l'on pourrait voir comme contradictoires, mais une synthèse se fait assez bien en réalité en l'état de ce droit-là en décembre maintenant 2024. En matière de contrat maintenant, réception avec ou sous réserve, le délai de la garantie de parfait achèvement, GPA, commence à courir à compter de la date d'effet de la réception, nous dit le Conseil d'État. Et à noter également un rapport critique mais constructif avec des propositions intéressantes de la Cour des comptes sur les DSP, DSPL. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons tout de suite à notre grand dossier. Faute de loi de finances, quelle situation budgétaire et fiscale pour les collectivités? Alors, a bien été voté in extremis et de profondis pour ce qui est de nos finances, la loi de finances de gestion pour 2024. Très bien, voici. Mais la chute du gouvernement début décembre 2024 nous a conduit à ne pas avoir de loi de finances pour 2025 en bonne et due forme. Notre constitution permet en effet, au contraire d'autres, de faire chuter un gouvernement par des alliances de partis qui, cependant, ne sont pas prêts à faire une nouvelle majorité pour gouverner ensemble. C'est comme ça. Il en résulte que nous n'avons ni loi de finances, ni sans doute de majorité pour se mettre d'accord sur une loi de finances, sauf peut-être à minima, et encore peut-on en douter, et là, à suivre dans les semaines et mois à venir. Mais en attendant, pas de loi de finances. Et dans ces cas-là, on ouvre la Constitution, on va voir l'article 47, on ouvre la LOLF, on va voir son article 45, et avoir une loi spéciale à cette occasion, pour laquelle un mode d'emploi très souple qui nous sauve de la catastrophe a été donné par le Conseil d'État, avis non contentieux, dans un avis du 9 décembre 2024. Ah, il y a quoi dans cet avis du 9 décembre 2024 ? N'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, je vous ai tout mis ici à l'écran, mais ça serait très long de décortiquer tous ces points. Sur cette base, cette fameuse loi spéciale a été publiée au journal officiel du 21 décembre. Voici à l'écran. Ce qui nous conduit à un certain nombre de bases sur lesquelles on peut se fonder et d'incertitudes pour savoir ce que seront nos finances en 2025. Pour tout ça, je me suis tourné vers un expert, et là peut-être en l'espèce un oracle, Luc-Alain Verviche. Bonjour Luc-Alain. Bonjour Eric. Première question, cette loi spéciale va, à partir du 1er janvier 2025, pouvoir régler la question des dotations, avec certaines limites, mais lesquelles ? Et puis quid de la péréquation ? Qu'espères-tu et que crains-tu ? En fait, ta question en comporte deux. Il est relativement facile de répondre à la première et beaucoup moins à la seconde. C'est vrai que la loi spéciale, on l'a vu, a été votée par les deux chambres et dans les mêmes termes, puisque le Sénat a souhaité accélérer le processus et qu'à l'issue du débat parlementaire, on se retrouve avec une loi spéciale qui comprend 4 articles. Donc les 3 initiaux prévus par le gouvernement, le premier concernant l'autorisation de percevoir les impôts dans les conditions existantes au 31 décembre 2024. 2 autres concernant l'autorisation de percevoir les emprunts pour l'État d'une part et pour les organismes de sécurité sociale qui en ont besoin, et notamment la CNRACL, ce qui n'est pas indifférent. Et puis l'Assemblée nationale a rajouté un article qui mentionne expressément ce que l'exposé des motifs du projet laissait entendre, mais ne concrétisait pas la mise en œuvre en fait, des prélèvements sur recettes pour permettre à l'État de commencer à verser les fonds qui sont dus d'une part à l'Union européenne et d'autre part aux collectivités territoriales. Et à ce titre, effectivement, il figure un montant de DGF
identique à celui voté en 2024. Ce qui permet donc, effectivement, de verser dans le rythme classique des dotations, en tout cas de la dotation globale de fonctionnement, les 12e qui sont prévus par une circulaire relativement ancienne et qui n'a pas de raison d'être modifiée. En revanche, sur la péréquation, aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat parce que nous n'avons pas, évidemment, le dispositif déterminant les montants affectés à la dotation d'aménagement, dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale. Et donc, on est forcé de s'en remettre au reste, si je puis dire, des dispositions juridiques qui précisent comment la dotation forfaitaire peut évoluer d'une année sur l'autre, comment les dotations de péréquation individuelles peuvent évoluer d'une façon sur l'autre dans une certaine fourchette, et comment la dotation d'intercommunalité, par exemple, doit augmenter de 90 millions d'euros tous les ans, et donc, a priori, c'est ce qui devrait se passer en 2025. Mais au-delà de ça, on ne sait rien, ce qui veut dire que ou bien le processus ira assez vite pour que la Direction générale des collectivités locales soit en mesure de tenir le calendrier habituel, ou bien le processus n'ira pas assez vite, et on se demande à ce moment-là si le comité des finances locales ne pourrait pas prendre la main, en fait, sur le montant à affecter aux différentes dotations de péréquation. Encore faudrait-il pour ça, évidemment, qu'ils se réunissent, c'est-à-dire qu'on est vraiment, là aussi, dans une logique de débat entre l'État et les collectivités locales. Et quid du volet fiscal ? Si on prend la règle du jeu, le versement des 12e de fiscalité, il relève d'un programme particulier de la loi de finances qui est le programme 833 pour l'essentiel et qui autorise l'État à faire les avances de collectivités locales. Donc là, je dirais l'interprétation, me semble-t-il, la plus rationnelle, c'est que l'État va dégager, puisqu'il en a la capacité à partir du moment où la loi spéciale a été votée, par décret et donc à hauteur d'un 12e, les montants nécessaires au versement des avances de fiscalité. Et c'est ce qui arrive alors en termes de calcul tous les ans, puisque les 12e sont calculés sur la base des produits de l'année précédente, jusqu'au moment où les collectivités votent de nouveaux taux. Évidemment, on ne sait pas trop ce qui se passera si une collectivité vote des taux avant que la loi de finances définitive ait été votée, mais en tout cas, il y a une sécurité sur les montants de versement en pratique. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les fractions de TVA, puisqu'elles font partie de ce processus. Sur d'autres mesures qui avaient été adoptées, qui ont toujours été adoptées au Sénat, parce que la loi de finances, elle est encore, je dirais, elle est un peu dans les limbes, mais enfin, on ne peut pas dire qu'elle n'existe plus. Le projet, en tout cas. Sur des mesures comme, par exemple, l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux, là, pour l'instant, on n'a rien. C'est-à-dire que les droits restent fixés au niveau où ils sont. Les départements n'ont pas la capacité de les modifier. Et de la même façon, quelques-unes des dispositions adoptées par le Sénat, et notamment la suppression de la règle de lien, n'a pour l'instant aucune espèce d'existence juridique. Quelles sont les réactions que tu vois du côté des collectivités ? Alors, sur les plus grandes collectivités, ce qui est intéressant, c'est de voir que les calendriers, globalement, n'ont pas été modifiés. On a quelques régions qui ont déjà voté leur budget, notamment cette semaine, sans évidemment savoir quels seraient les impacts d'une loi de finances définitive, tant en ce qui concerne certaines des dotations qui devaient baisser en leur défaveur, sans savoir non plus ce que deviendra le fameux projet du fonds de réserve dont on avait parlé, sans savoir si les fractions de TVA seront gelées ou non, ce qui fait que la plupart de ces collectivités ont été extrêmement prudentes, avec un traitement qui est potentiellement un traitement de provisionnement, voire dans certains cas de réduction assez forte de certains types de dépenses. On sait que le débat public a été assez bien engagé autour de ces questions-là. Dans les collectivités de moindre taille, et notamment dans le bloc communal, c'est vrai que c'est une grosse interrogation, parce que la dépendance aux règles de calcul, par exemple, de la dotation globale de fonctionnement, est parfois extrêmement importante. Évidemment aussi, la variation, je dirais, des
dispositions concernant le fonds de réserve entre le projet initial du gouvernement, même amendé, et le projet du Sénat, même amendé, ces différences sont assez majeures pour que tout le monde ne puisse pas considérer qu'il est exonéré de tout effort. Et puis, il y a la fameuse question, évidemment, du fonds de compensation pour la TVA, sur lequel, là, l'ancien Premier ministre avait indiqué qu'on ne le traiterait pas de façon rétroactive, mais qui peut savoir, en fait, ce que le gouvernement prochain, quand il sera nommé, choisira de faire. Le redressement des comptes publics reste une nécessité, et le montant comme les modalités de l'effort demandé aux collectivités locales, aujourd'hui, reste un vrai point d'interrogation. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, Eric, merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.